Bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Cette vidéo constitue la troisième partie d'une séquence consacrée aux espaces vectoriels de dimension finie. Dans les deux parties précédentes, la mise en place des fondements théoriques a été bien entamée. Faisons un rapide survol de ce qui a été déjà raconté. Si K est un corps, et si E est un K-espace vectoriel, on dit que E est de dimension finie s'il possède une famille finie et génératrice. Nous avons montré qu'un tel espace possède des bases, et que toutes les bases comportent un même nombre de vecteurs. Cet entier, petit n, est appelé la dimension de grand E. Aucune famille libre ne peut comporter plus que n vecteurs, et aucune famille génératrice de E ne peut comporter moins que n vecteurs. Toute famille libre peut être complétée en une base, il suffit de lui rajouter des vecteurs convenablement choisis. On peut même imposer à ces vecteurs additionnels d'être extraits d'une famille génératrice donnée. C'est le théorème de la base incomplète. Enfin, si f est un sous-espace vectoriel de E, alors f est aussi de dimension finie, et sa dimension est majorée par celle de E, avec égalité si et seulement si f est égal à E. Ajoutons encore un point très utile en pratique. Si la dimension de E est égale à n, et si E1, En est une famille libre de vecteurs de E, alors c'est une base de E. On voit tout de suite l'intérêt d'une telle proposition, elle réduit de moitié les vérifications qui s'imposent normalement pour montrer qu'une famille de vecteurs est une base. Au lieu de vérifier que la famille en question est à la fois libre et génératrice de E, on se contente de montrer qu'elle est libre. Mais attention, ceci suppose que l'on connaisse la dimension n de E et que la famille étudiée comporte précisément n vecteurs. Maintenant qu'on a bien préparé le terrain, la preuve de cette proposition est assez rapide. Si E1, En n'était pas génératrice de E, il existerait un vecteur x dans E qui ne serait pas combinaison linéaire des EI, mais alors la famille E1, En, x serait libre, tout en comportant plus que n vecteurs, et c'est absurde. Ceci montre que la famille E1, En est génératrice de E, en plus d'être libre. C'est donc bien une base de E. On dispose d'une proposition jumelle de la précédente. Si la dimension de E est égale à n et si E1, En est une famille génératrice de E, alors c'est une base de E. Ce résultat présente le même type d'avantage que le précédent, et là encore, la preuve est presque immédiate. Si E1, En étaient liés, alors l'un des vecteurs de cette famille, disons En par exemple, serait combinaison linéaire des autres. Mais alors la famille E1, En-1 serait toujours génératrice de E, et la dimension de E serait donc majorée par n-1, et ceci ne tient pas la route. À présent, il est temps d'aborder la question du calcul pratique de la dimension d'un espace vectoriel. J'avais initialement envisagé de développer cet aspect en détail dans la vidéo, mais entre-temps, j'ai décidé d'écrire un article sur le blog MathOS dans lequel les principaux résultats sont énoncés, démontrés et illustrés d'exemples. Vous trouverez dans la description un lien vers cet article. Histoire de ne pas faire deux fois la même chose, je vais simplement survoler les résultats mentionnés dans cet article, sans détailler aucune preuve. En revanche, je vous propose de nous intéresser ensuite à quelques exercices où interviennent toutes ces notions. Et avant de commencer, je vous informe de l'existence d'une fiche d'exercice sur ce sujet, sur le blog MathOS. Comme toujours, des indications sont proposées, ainsi qu'une correction exhaustive. Là encore, un lien a été placé dans la description. Commençons donc par le survol annoncé. Voici dans les grandes lignes les méthodes usuelles pour calculer une dimension. Premièrement, trouver une base. Il suffit alors de compter les vecteurs de base. C'est la dimension. Deuxième point, établir un isomorphisme avec un espace de dimension connue. Deux espaces isomorphes ont la même dimension. Troisièmement, si l'espace se présente comme un produit cartésien d'espaces de dimension finie, alors sa dimension est la somme des dimensions de chacun d'eux. Si E est de dimension finie, et si f et g sont deux sous-espaces de E qui sont en somme directe, alors la dimension de cette somme directe est égale à la somme des dimensions. Plus généralement, cinquième point, si f et g sont deux sous-espaces vectoriels de dimension finie, alors on a la formule de Grassmann qui nous dit que la dimension de f plus g est donnée par la somme des dimensions de f et de g à laquelle on retranche la dimension de l'intersection. Sixième point, la célèbre formule du rang. Si U est une application linéaire de E dans F avec E de dimension finie, alors la dimension de E
c'est-à-dire la dimension de l'espace de départ, est égale à la somme de la dimension du noyau de U et du rang de U. Le rang de U désigne par définition la dimension de l'image de U. Et pour finir, septième point, si E et F sont des espaces de dimension finie, alors l'espace des applications linéaires de E vers F est aussi de dimension finie, et cette dimension est égale au produit des dimensions de E et de F. Et maintenant, passons à un premier exercice. Considérons un cas espace vectoriel E, de dimension finie, et deux endomorphismes U et V de E. Que peut-on dire du rang de U plus V? Peut-il être exprimé, ou tout au moins encadré, à l'aide des rangs de U et de V? Je vous propose de mettre la vidéo en pause et d'y réfléchir. On se retrouve juste après. On peut adopter comme point de départ la définition du rang de U plus V. C'est la dimension de l'image de U plus V. Or, celle-ci est clairement incluse dans la somme des images. En effet, si x appartient à l'image de U plus V, alors il existe un vecteur petit a, tel que x soit égal à U plus V de a, c'est-à-dire, par définition de la somme de deux endomorphismes, x égale U de a plus V de a. Ainsi, x apparaît comme la somme d'un vecteur de l'image de U et d'un vecteur de l'image de V. Et donc x appartient bien à la somme des images de U et de V. De cette inclusion résulte l'inégalité suivante. Le rang de U plus V est inférieur ou égal à la dimension de im U plus im V. Maintenant, on sait que la dimension d'une somme de deux sous-espaces est majorée par la somme de leurs dimensions. Ceci découle de la formule de Grassmann. Et par conséquent, la dimension de im U plus im V est inférieure ou égale à la somme des rangs de U et de V. En mettant ces informations bout à bout, on parvient à l'inégalité suivante, rang de U plus V inférieur ou égal à rang de U plus rang de V. Cherchons à présent une minoration. Curieusement, nous allons obtenir une minoration du rang de U plus V en utilisant la majoration qui vient d'être établie. Il suffit de voir d'une part que le rang de U, ça peut s'écrire rang de U plus V plus moins V. Donc c'est inférieur ou égal à la somme des rangs de U plus V et de moins V. Et d'autre part, le rang de moins V est égal au rang de V. En fait, plus généralement, si lambda est un scalaire non nul et f un endomorphisme quelconque, alors l'image de lambda f est égale à l'image de f. En effet, si x appartient à l'image de lambda f, alors il existe un petit a dans E tel que x égale lambda f de a, c'est-à-dire lambda f de a, ou encore f de lambda a. Cette égalité-ci résulte de la définition de lambda f, et celle-là de la linéarité de f. Donc l'image de lambda f est incluse dans l'image de f. Par ailleurs, on peut écrire f sous la forme 1 sur lambda que multiplie l'endomorphisme lambda f. Rappelez-vous que lambda est non nul. Et donc, d'après ce qui précède, l'image de f est égale à l'image de 1 sur lambda que multiplie lambda f, qui est donc incluse dans l'image de f. D'où l'égalité annoncée. Retour à l'exercice, nous avons donc prouvé que le rang de U est inférieur ou égal à la somme du rang de U plus V et du rang de V, ou encore que rang de U moins rang de V est inférieur ou égal à rang de U plus V. Mais U et V jouant des rôles symétriques, on a aussi bien rang de V moins rang de U inférieur ou égal à la même chose. Et donc en définitive, la valeur absolue de rang de U moins rang de V est inférieure ou égale à rang de U plus V. Dans ce dernier passage, nous avons utilisé l'équivalence pour tout couple AB de nombres réels entre, d'une part, A inférieur ou égal à B et moins A inférieur ou égal à B, et d'autre part, valeur absolue de A inférieure ou égale à B. En conclusion, nous avons démontré l'encadrement suivant, valable pour tout couple UV d'endomorphisme de grand E. Le rang de U plus V est compris au sens large entre, d'une part, l'écart entre les rangs, et d'autre part, la somme des rangs. Comme second exercice, je vous propose une variante du premier. Ce sera très court, mais j'espère instructif. Nous avons toujours affaire à un couple V d'endomorphisme d'un certain espace E de dimension finie, petit n, mais cette fois, les deux endomorphismes ne sont plus quelconques. On suppose que U rond V est l'endomorphisme nul et que U plus V est un automorphisme. La question, du coup, est plus précise. On demande de calculer le rang de U plus V. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et réfléchir de votre côté. On se retrouve juste après.
La première chose à faire est de déduire de la condition U rond V égale 0 qu'on a l'inclusion image de V incluse dans le noyau de U. En fait, les deux conditions sont équivalentes. En effet, si U rond V est nul, alors pour tout vecteur x de l'image de V, il existe un petit a dans E tel que x égale V de A, et donc U de x peut s'écrire U rond V de A, et donc vaut 0. Ce qui prouve que x appartient au noyau de U, d'où l'inclusion annoncée. Réciproquement, si cette inclusion est vraie, alors pour tout x dans E, le vecteur V de x appartient à l'image de V, évidemment, donc au noyau de U, et de ce fait, U rond V de x est nul. En passant aux dimensions dans l'inclusion image de V incluse dans ker U, on voit que le rang de V est inférieur ou égal à la dimension du noyau de U. Et donc, d'après la formule du rang, que le rang de V est inférieur ou égal à n moins rang de U, c'est-à-dire finalement que la somme des rangs de U et de V est inférieure ou égale à n. La seconde hypothèse n'a pas encore été utilisée, il est temps de s'en servir. Le fait que U plus V soit un automorphisme permet d'écrire que son image est E tout entier, et donc que le rang de U plus V est égal à n. Mais si l'on reprend un fragment de l'exercice précédent, on sait que rang de U plus V est inférieur ou égal à la somme des rangs. Et donc, dans ce contexte, on voit que la somme des rangs est minorée par n. Finalement, nous avons calculé le rang de U plus V, il est égal à la dimension de l'espace. Passons à notre troisième exercice. Considérons un R espace vectoriel grand E de dimension n et cherchons la dimension des deux espaces vectoriels suivants. L'espace L indice 2 de ER, constitué des formes bilinéaires sur E, l'espace S indice 2 de ER, contenu dans le précédent, est constitué des formes bilinéaires symétriques sur E. Parmi les vecteurs de cet espace, on trouve les produits scalaires. Avant toute chose, il n'est peut-être pas inutile de rappeler de quoi on parle. Une forme bilinéaire sur E est une application phi de E carré dans R qui est, comme on dit parfois, linéaire par rapport à chaque variable. Cela signifie d'une part que phi de lambda x plus x' y est égal à lambda phi de xy plus phi de x' y pour tout lambda réel et pour tout vecteur x, x' et y dans E. Et d'autre part, que phi de x lambda y plus y' est égal à lambda phi de xy plus phi de xy' pour tout lambda réel et pour tout vecteur x, y et y' dans E. De façon plus concise, on demande à chacune des applications partielles phi de point y pour tout y dans E et phi de x point pour tout x dans E d'être des formes linéaires sur E. Attention, cela ne signifie pas du tout que phi soit linéaire. Par exemple, l'application grand A de R2 dans R qui au couple XY associe leurs produits est une forme bilinéaire sur R. Mais ce n'est pas une forme linéaire vu que A de 1, 1 est égal à 1, tandis que A de 1, 0 plus A de 0, 1 est égal à 0. Et l'application B de R2 dans R qui au couple XY associe leur somme est une forme linéaire sur R2. Mais ce n'est pas une forme bilinéaire car l'application partielle B.1 n'est pas linéaire. En effet, l'image de 0 par celle-ci est égale à 1 alors qu'elle devrait être nulle. Mais revenons à nos moutons. L'ensemble L2ER est un espace vectoriel car c'est un sous-espace de R puissance E carré, qui est l'espace vectoriel de toutes les applications de E2 dans R. Pour déterminer la dimension de L2ER, on peut adopter un point de vue matriciel. Fixons une base bêta de E, disons bêta égale E1, En, et associons à chaque forme bilinéaire phi ce qu'on appellera sa matrice dans bêta. Il s'agit de la matrice de terme général phi de EI, EJ. Il est facile de voir que l'application qui va de L2ER dans Mn de R et qui a une forme bilinéaire phi fait correspondre sa matrice dans bêta est un isomorphisme. On prouve en effet sa linéarité, son injectivité et sa surjectivité. Pour la linéarité, pas de problème. On applique les définitions et ça roule. Pour l'injectivité, regardons le noyau. Si la matrice en bêta de phi est nulle, alors cela signifie que phi de EI, EJ
est nul pour tout couple IJ d'entiers entre 1 et n. Mais alors, si XY est un couple quelconque de vecteurs de E, on peut décomposer séparément X et Y dans bêta, sous la forme X égale somme des XI pour I de 1 à n, et Y égale somme des YJ pour J de 1 à n, ce qui donne, par bilinéarité, phi de XY égale la somme double pour I de 1 à n et J de 1 à n des XI, YJ, phi de EI, et tout ceci fait exactement 0. Par conséquent, phi est la forme bilinéaire nulle. Enfin, pour la surjectivité, on se donne une matrice grand A, de terme général AIJ, et on définit la forme bilinéaire phi par, pour tout couple XY de vecteurs de E, phi de XY égale la somme double, pour I et J entre 1 et n, de AIJ, XI, YJ. Et l'on constate facilement que la matrice dans bêta de phi, eh bien c'est grand A. Autrement dit, phi est un antécédent de grand A. Nous avons donc établi un isomorphisme entre les espaces L2ER et l'espace Mn2R, dont la dimension est bien connue. En conclusion, la dimension de L2ER est égale à n carré. À présent, intéressons-nous à S2ER, qui est l'espace des formes bilinéaires symétriques sur E, c'est-à-dire celles pour lesquelles phi de xy égale phi de yx pour tout couple xy de vecteurs de E. Il s'agit d'un sous-espace vectoriel de L2ER, et sa dimension sera donc certainement finie et majorée par n carré. Là encore, le point de vue matriciel va s'avérer éclairant. On peut, en suivant le même principe que précédemment, établir un isomorphisme entre S2ER et l'espace vectoriel des matrices symétriques réelles de taille n. Or, il est connu que la dimension de ce dernier est n facteur de n plus 1 sur 2. Ce qui nous donne que la dimension de S2ER est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Et au fait, cet entier est bien majoré par n carré. Pour terminer cet exercice, signalons, sans trop détailler, le cas de l'espace A indice 2ER des formes bilinéaires alternées sur E. Une forme bilinéaire phi sur E est dite alternée lorsque phi de xx est nul pour tout x dans E. On peut montrer que la dimension de cet espace est égale à nn-1 sur 2. Là encore, le point de vue matriciel est commode. On peut montrer que le caractère alterné équivaut à la condition d'antisymétrie, à savoir que phi de xy est égal à l'opposé de phi de yx pour tout couple xy de vecteurs de E. À partir de là, il s'avère que A2ER est isomorphe à l'espace des matrices carrées réelles antisymétriques de taille n, dont la dimension est effectivement n facteur de n-1 sur 2. On sait d'ailleurs que les espaces Sn de R et An de R sont supplémentaires dans Mn de R, ce qui permet de retrouver rapidement la dimension de l'un à partir de celle de l'autre. Remarquons pour finir que lorsque n égale 2, on trouve que la dimension de A2ER est égale à 1. Autrement dit que A2ER est une droite vectorielle, lorsque E est un plan vectoriel. Et ceci se généralise. L'espace des formes n linéaires alternées sur un espace de dimension n est une droite vectorielle. Cette remarque est à la base de la théorie du déterminant, mais pour montrer cela, le point de vue matriciel ne semble plus adapté, ou alors il faudrait manipuler des matrices multidimensionnelles, et ça n'a pas l'air commode. En fait, on s'y prend autrement, mais c'est un sujet à part entière, et je ne développerai pas cela maintenant. Passons plutôt à un quatrième et dernier exercice. Considérons toujours un cas espace vectoriel grand E et soit phi un endomorphisme de E. On demande de prouver que phi est diagonalisable si et seulement si tout sous-espace grand F de E possède un supplémentaire stable par phi. Pour aborder cet exercice, il faut bien sûr savoir ce qu'est un endomorphisme diagonalisable. Rappelons simplement qu'il s'agit d'un endomorphisme pour lequel il existe une base composée de vecteurs propres. Autre façon de dire la même chose, la somme des sous-espaces propres, qui est toujours une somme directe, recouvre E tout entier. On n'aura pas besoin de plus que ça pour établir l'équivalence demandée. Commençons par supposer phi diagonalisable et donnons-nous une base V1Vn de vecteurs propres pour phi. Soit grand F, un sous-espace vectoriel de E, notons R sa dimension,
et considérons une base E1ER de grand F. Comme la famille E1ER est libre, et vu que la famille V1VN est génératrice de E, on peut invoquer le théorème de la base incomplète pour construire une base de E en complétant la famille E1ER par certains vecteurs propres VI. En modifiant les notations et en désignant par ER plus 1, etc. jusqu'à EN les n-r vecteurs propres ajoutés, il est clair que le sous-espace vectoriel grand G engendré par ER plus 1, etc. jusqu'à EN est un supplémentaire de F dans E. En outre, il est stable par phi, puisque n'importe quel vecteur de G se présente comme une combinaison linéaire de vecteurs propres, et donc son image par phi est encore combinaison linéaire des mêmes vecteurs propres, ce qui en fait un vecteur de G. Bref, notre première implication est établie, passons à la réciproque. On suppose maintenant que tout sous-espace vectoriel de E possède un supplémentaire stable par phi. Nous allons voir que la somme directe des sous-espaces propres, qu'on peut noter grand S, est égale à E tout entier. Ceci prouvera, comme on l'a rappelé plus haut, que phi est diagonalisable. Pour cela, nous allons raisonner par l'absurde. Supposons que S ne soit pas égal à E, ce qui revient à dire qu'il existe un hyperplan H contenant S. Par hypothèse, H possède un supplémentaire D, une droite fatalement, stable par phi. Mais qu'est-ce qu'une droite stable par phi? C'est une droite propre, bien sûr, c'est-à-dire engendrée par un vecteur propre. Et à ce titre, elle doit être incluse dans grand S. Mais alors, D est inclus dans H, puisque S est inclus dans H. Et donc, D inter H est égal à D. Pourtant, on sait par ailleurs que D inter H est réduit au vecteur nul. Cette contradiction montre que S égale E, ce qui achève la preuve. Cette caractérisation des endomorphismes diagonalisables n'est pas aussi classique que d'autres, comme par exemple l'existence d'un polynôme annulateur scindé dans K crochet X et racine simple. En outre, c'est un exemple montrant l'intérêt du théorème de la base incomplète, et j'ai donc pensé que c'était une question intéressante. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Et je vous donne rendez-vous sur le blog MathOS pour pouvoir consulter d'autres ressources mathématiques et sur cette même chaîne pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt.